Bonjour tout le monde, mon nom est Raed El-Ferjani, je suis agent d'échange de connaissances et de mobilisation autochtone au Centre de foresterie des Laurentides. Avant de laisser la parole à mon collègue Régent Lebrun qui va présenter le conférencier d'aujourd'hui, voici quelques consignes d'usage. Au bas de votre écran, veuillez fermer votre caméra si ce n'est déjà fait. Pour activer la boîte de chat, cliquez sur l'icône bulle en bas à droite. La période de questions se fera à la fin de la présentation. Finalement, j'aimerais mentionner que le webinaire est enregistré. Je laisse maintenant la parole à Régent. Merci Raed. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Régent Lebrun. Je suis directeur de la division dynamique des écosystèmes au Centre de foresterie des Laurentides. Alors, bienvenue à ce 5e webinaire de la 38e saison des colloques du CFL. La conférence d'aujourd'hui s'intitule « Alternatives de valorisation des surplus de copeaux de bois pour la production de bioproduits et de bioénergie ». C'est avec plaisir que je vous présente le conférencier d'aujourd'hui, M. Ahmed Kouba. Ahmed Kouba est professeur à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la valorisation, la caractérisation et la transformation du bois. Il détient un baccalauréat et une maîtrise en sciences du bois de l'Université Laval et un doctorat en génie papetier de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il possède plus de 30 ans d'expérience en recherche sur le matériau bois et les composites à base de bois. Ses activités de recherche concernent la caractérisation de la qualité du bois, la valorisation des résidus de l'industrie du bois pour la production de biomatériaux et de bioénergie dans des perspectives d'atténuation des effets de gaz à effet des effets de changement climatique, et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il possède un large réseau de collaboration à l'échelle nationale et internationale. Il fait partie de plusieurs regroupements et consortiums de recherche au Québec, au Canada et à l'international. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Ahmed et je vous souhaite un bon colloque. Merci beaucoup, Monsieur Lebrun. Merci beaucoup pour l'invitation à ce colloque. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet qu'on a réalisé en collaboration avec l'Université Laval et le CETRI, qui s'intitule « Alternatives de valorisation des surplus de copeaux de bois pour la production de bioproduits et bioénergie ». Ce projet a impliqué plusieurs étudiants à la maîtrise et au doctorat et plusieurs professeurs et chercheurs, dont les professeurs Alain Cloutier et Roger Hernandez de l'Université Laval et M. Assim Bouafif du Centre de technologique des résidus industriels. Voici le plan de la présentation. Je vais introduire le sujet, présenter les objectifs et présenter quelques travaux qu'on a réalisés sur les alternatives de valorisation des copeaux de bois. Donc, on va parler de trois alternatives principalement, le déchiquetage, la fragmentation, les biocomposites haute performance, et la bioénergie. Finalement, je vais conclure. Donc, comme on sait, il y a une réduction importante au niveau de la demande du papier journal un peu partout dans le monde à cause de l'émergence des technologies comme les cellulaires et les tablettes. Et on sait que les copeaux sont la principale source d'approvisionnement de l'industrie des pâtes papier. Donc, il y a une importante diminution au niveau des copeaux, mais la demande pour le bois de sciage continue. Donc, si on regarde les papiers, les sources d'approvisionnement pour les usines des pâtes papier, il y a 64% des copeaux proviennent de la demande ou de la matière première proviennent des copeaux. Il y a d'autres sources aussi comme le boiron, les papiers recyclés, les pâtes et d'autres sources. Si on voit un peu les statistiques, donc on observe qu'il y a un stock important au niveau des copeaux, alors que la demande ou la consommation des copeaux est en diminution constante. Il y a au cours des dernières années, avec la COVID et avec les feux de forêt, il y a des changements au niveau de l'évolution de la disponibilité des copeaux, mais la tendance à la diminution est là, elle va continuer à exister à cause de la réduction de la demande au niveau des pâtes et papiers pour le papier journal principalement. Donc, l'objectif de ce projet avait trois principales composantes. Premièrement, c'est produire des sous-produits autres que les copeaux. Donc, on vise à modifier le procédé de fragmentation pour produire des lamelles
OSB, ou encore transformer les doses issues des procédés de sciage de résineux en lamelles. Autrement dit, au lieu de produire des copeaux, on produit des lamelles pour la production de panneaux OSB. Le deuxième sous-objectif, on vise à valoriser les copeaux pour la production de bioproduits. Donc, on a regardé deux aspects, les composites de bois polymère à haute performance et les panneaux d'isolation à base de polyuréthane et de bois. Je vais présenter seulement la première partie. Pour le troisième sous-objectif, donc on vise à valoriser les copeaux pour la production de bioénergie. Donc, on vise à modifier les copeaux par des traitements thermiques par pyrolyse rapide et deuxièmement par le défibrage des copeaux par explosion. Donc, pour la première partie du projet, on a regardé l'optimisation du procédé de mise en copeaux pour la production de bioénergie et de bioproduits. Dans les usines de sciage au Québec et en Amérique du Nord, la principale méthode d'ébitage est ce qu'on appelle le sciage par des écarisseuses fragmenteuses. Ce que ça fait, c'est une production simultanée de copeaux et d'écaries. Dans ce procédé, il y a 33 à 38% généralement de copeaux, 43 à 51% de sciage, il y a à peu près 5% d'écorce, 7% de sciure et 11% de rabouture. Donc, l'objectif de ce projet était de développer une nouvelle tête porte-outils pour une écarisseuse fragmenteuse pour produire des lamelles destinées à la production de panneaux à lamelles orientées. Le deuxième objectif, c'est de déterminer des paramètres optimaux d'usinage de la tête porte-outils permettant d'obtenir des lamelles de bonne dimension. Donc, le matériel qu'on a utilisé, donc, il y a une écarisseuse fragmenteuse pilote à l'Université Laval, qu'on a utilisé pour les essais. Puis on a travaillé sur 3 essences, le pain gris, le sapin et qu'est-ce qu'on va faire? Ça ne m'intéresse pas trop. Est-ce que vous m'entendez? Oui, OK. Au niveau des méthodes, donc on a la première étape de ce projet était la conception et la fabrication de porte-outils. La caractérisation des propriétés des billes, l'étude de l'effet de l'essence, de la température et des paramètres de coupe. Puis, finalement, au niveau de la caractérisation, donc on caractérise la proportion à dimension des lamelles, qualité de surface des écaries, les propriétés électriques en termes de puissance énergétique. Puis, finalement, on a procédé aux analyses des résultats. Donc, ici, on observe, donc on a, j'ai dû enlever l'image de la tête de l'écarisseuse fragmenteuse parce qu'il est en instance de protection. Donc, on a utilisé 3 modes de coupe, 90-90 au niveau de l'angle des coteaux, 90-0 et 0-90. Donc, ce que ça a permis d'obtenir des lamelles de différentes tailles. Donc ici, ce sont les lamelles qu'on a obtenues par la production avec cette tête outil. Donc, on a obtenu jusqu'à 90% de lamelles par cette méthode et 10% entre des fines et des aiguilles. Les fines et les aiguilles ont servi pour la partie production de bioénergie. Donc, si on regarde au niveau des effets des paramètres de coupe sur la proportion de lamelles, de fines et d'aiguilles, donc on observe que les paramètres en lien avec la caractérisation des billes, les caractéristiques des billes sont significatives. De la même façon, au niveau des paramètres de coupe, comme l'angle de coupe, l'angle de contre-couteau, la distance entre du contre-couteau est très importante. Et aussi, la plus importante source de variation était la température des billes. Donc, on a travaillé sur des billes gelées et des billes non gelées. Donc, la température a le plus important impact sur la proportion des lamelles et des fines et des aiguilles.
Donc ici, on voit une différence significative entre la proportion des lamelles, qu'on soit dans le bois gelé ou dans le bois non gelé. Donc ici, dans le bois gelé, on obtient une proportion de lamelles de l'ordre de 70%, mais des fois, on a des 40 et 30%, dépendamment de l'ordre. La même chose au niveau des fils, on a une proportion très élevée de fils au niveau à l'hiver. Par contre, pour les billes non gelées, les billes d'été, on observe une forte proportion de lamelles et une faible proportion de fines. Donc, la coupe à l'état non gelé a produit 1,5 à 2 fois plus de lamelles et 3 à 4 fois moins de fines comparativement à l'état gelé. Donc, la température de traitement ou du procédé est très importante. Si on regarde ici l'effet de l'essence, donc à l'été comme à l'hiver, il y a un effet très significatif. Si on regarde les valeurs entre les essences, donc l'essence n'a pas d'effet significatif sur la proportion de fines, de lamelles et d'aiguilles. Par contre, on observe un léger effet sur la largeur des lamelles. Donc, l'espèce n'a pas affecté de manière significative les proportions de lamelles et de fines que dans les conditions, seulement dans les conditions gelées. On a observé un effet. Donc, cela ce que veut dire qu'on peut transformer les billes mélangées sans avoir besoin de les séparer pour la protection de lamelles. Il y a un aspect très important, c'est la consommation électrique. Donc, on regarde au niveau de l'été, la consommation énergétique, la puissance maximale et la consommation d'énergie est à peu près 3 fois moins importante que celle à l'hiver. Donc, l'espèce de bois affecte de manière significative la puissance maximale, la consommation d'énergie et l'énergie de coupe spécifique requise pour couper les billes gelées. Donc, ici, il faut trouver une solution. Si on veut réduire la consommation énergétique, il faut trouver une solution pour dégeler les billes avec un moyen ou un autre avant de les transformer. Ça se reflète aussi au niveau de la qualité des lamelles. Donc, pour conclure pour cette partie, donc, le prototype de porte-outils conçu dans cette étude a permis de produire des lamelles produites pour la production de panneaux OSB. La température était le principal facteur affectant le rendement en lamelles fines et aiguilles et la largeur des lamelles suivie de l'angle du contre-poteau. La transformation des billes non gelées n'a montré aucune différence dans la distribution granulométrique et la consommation d'énergie entre les 3 essences. Ainsi, ces 3 essences peuvent être usinées ensemble sans modifier les paramètres de coupe. La fabrication de lamelles en conditions de gel peut présenter des défis, notamment en termes de consommation d'énergie et de qualité des lamelles. La deuxième approche pour valoriser les copeaux était de valorisation les doses de résineux pour la production de lamelles utilisées dans la fabrication de panneaux OSB. En fait, il y a 2 modes de transformation de sciage. Il y a l'écarissage fragmenteuse qui produit simultanément les copeaux et les écailles, mais il y a les procédés traditionnels qui produisent des doses et des sciages. Les doses sont généralement par la suite transformées en une deuxième opération pour la production de copeaux. Donc l'idée ici, c'est de prendre ces doses et de les transformer en lamelles. Donc ces travaux de transformation ont été faits chez FP Innovation. Donc l'étudiant a préparé des billes de sapin, d'épinette et de pin gris qui ont été sciées, puis les doses ont été transformées en lamelles. Donc, l'objectif général de cette étude était de valoriser les doses issues d'essences résineuses pour la production de lamelles. Les objectifs spécifiques étaient d'évaluer les propriétés des panneaux OSB fabriqués à partir de lamelles de résineux et d'un mélange d'essence, d'étudier l'effet de la géométrie des lamelles sur les propriétés des panneaux et étudier la relation entre la structure interne du panneau et ses propriétés. Donc, on a utilisé les mêmes essences, puis on a utilisé le polyphotrompe comme
comme contrôle. Actuellement, dans les panneaux OSB, la matière première consiste presque exclusivement de peuplier faux-trempe. On utilise un peu de bouleau, de peuplier boumier, mais les résineux ne sont pas utilisés d'une façon générale dans la fabrication d'OSB. Donc, l'objectif est de voir si les résidus de l'usine de sciage peuvent servir pour la production de lamelles et donner des propriétés et donner des panneaux avec des propriétés acceptables. Donc, voici le plan expérimental. Donc, on a les billes, les corsages, la coupe pour prendre des planches. Donc, on a mesuré les propriétés des lamelles. On a procédé à la fabrication, puis l'étudiant a procédé à différents tests d'absorption d'eau, de propriétés physiques et mécaniques, de densité, de la taille des vides et des pores, de la distribution des tailles et au niveau des images tomographiées à rayon X pour voir la relation entre la structure et les propriétés des panneaux obtenus. Donc, d'une façon générale, on a utilisé ce dispositif expérimental. Donc, on a produit des panneaux avec 100% la même essence, mais aussi des panneaux avec un mélange épinette-peuplier. Donc, ici, on a la procédure générale, les lamelles, l'encollage, l'orientation, la formation du matelas, le pressage, puis le conditionnement des panneaux. Donc, au niveau de la structure des panneaux, donc on a procédé à différentes orientations. Donc, on a les surfaces de couche, les surfaces de centre et la surface, deuxième surface de centre. Donc, il y a des modifications au niveau de l'orientation des lamelles, différentes orientations, soit 100% parallèle ou avec un mélange parallèle perpendiculaire et ainsi de suite. Pour les résultats, donc on obtient, pour les différentes essences, on obtient un profil de densité pratiquement similaire. Donc, tous les panneaux donnent à peu près ce qui est souhaité au niveau de l'industrie des panneaux. Ça veut dire des surfaces denses et une différence minimale entre la densité des centres et la densité des faces. Donc, l'ensemble des essences a donné de très bons panneaux au niveau de la structure et de la densité. Au niveau des propriétés, il y a des différences significatives entre les différentes essences. Par contre, tous les panneaux rencontrent les normes de résistance mécanique. Donc, si on produit des panneaux avec les résineux, ils vont rencontrer les normes et ils vont passer tous les standards au niveau propriétés mécaniques. Au niveau des orientations et des proportions, donc on observe que tous les panneaux rencontrent les normes et les propriétés sont acceptables d'une façon générale. Donc, peu importe l'orientation, il y a des différences au niveau entre les orientations, mais toutes les propriétés rencontrent les normes. Le point à remarquer, c'est au niveau du gonflement. Donc, on regarde les panneaux à base de résineux gonflent beaucoup plus que les panneaux de peuplier faux-tremble. Donc, cela est dû à plusieurs facteurs, dont la présence de vaisseaux dans les peupliers faux-tremble qui facilitent la mouillabilité à la fois et facilitent le pressage aussi. Donc, si on veut améliorer, donc la solution sera de travailler sur la couche de surface. La composition de la couche de surface a montré un rôle important au niveau du contrôle du gonflement en épaisseur. Donc, pour conclure au niveau de cette partie, donc les conclusions, c'est le sapin boumier, l'épinette noire et le pin gris conviennent à la production de panneaux OSB. Leurs propriétés physiques et mécaniques rencontrent les exigences de la norme, à l'exception du gonflement en épaisseur. Les panneaux mixtes résineux peupliers présentent les meilleures propriétés en flexion comparativement à ceux fabriqués entièrement de résineux. La composition de la couche de surface du panneau est le principal facteur qui contrôle le gonflement en épaisseur.
la combinaison des lamelles de résineux et de feuillus a amélioré cette propriété. On a regardé dans ce projet aussi l'effet de la longueur des lamelles. Donc, le gonflement en épaisseur des panneaux diminue à mesure que la longueur et l'épaisseur des lamelles diminuent. La troisième approche qu'on a regardée, c'est la valorisation des copeaux pour la production des composites à haute performance. Ce qu'on a fait, ce travail a été fait par le Dr. Ajeng Fadzang ici à l'UQAT. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des copeaux d'une usine de sciage. Donc, c'est un mélange majoritairement épinette, pain gris et un peu de sapin qu'on a fragmenté et traité pour la production de composites bois polymères. Donc, notre objectif est de produire des composites bois polymères à haute performance. Si on regarde ici les propriétés mécaniques des composites commerciaux, donc on voit que sa résistance mécanique est relativement faible. Donc, les approches qu'on a développées ici nous ont permis de développer ce qu'on appelle un engineered wood plastique où les propriétés se situent dans cette zone et se comparent aux panneaux, par exemple, à base de contreplaqué et de OSB. De la même façon, on a travaillé sur l'amélioration de la stabilité dimensionnelle. Donc ici, on a utilisé des fibres torréfiées. Puis, l'objectif était d'arriver à 0% changement de dimension. Donc ici, avec un traitement thermique à 445 degrés Celsius par pyrolyse, on a pu obtenir un changement de dimension pratiquement nul. Donc, les biocomposites. C'est quoi les biocomposites? Les biocomposites sont en émergence dans les secteurs de construction, du transport et de l'emballage. Ils sont faits à partir de polymères chargés de fibres naturelles et des additifs. Le bois réduit le coût et le poids diminue l'impact environnemental du matériau. Les biocomposites ont une faible résistance mécanique, limitant leur utilisation à des applications non structurales. Cette faiblesse s'explique par deux phénomènes. Tout d'abord, la faible résistance des polymères eux-mêmes et de l'adhésion à l'interface. Donc, l'idée ici, c'est d'utiliser des plastiques techniques en tant que matrice, ce qui permet de produire des biocomposites à haute performance. Donc, ce qui caractérise les plastiques techniques, donc leur mise en forme doit se faire à température élevée. Par contre, on sait que la fibre de bois n'est pas résistante à haute température, donc on risque de la dégrader. Dans ce cas-ci, on a utilisé des fibres thermorésistantes. Donc, l'objectif de ce projet est de valoriser les copeaux de bois pour la production de composites de haute performance en termes de propriétés mécaniques, stabilité dimensionnelle et unification à partir de plastiques techniques et de fibres thermorésistantes. Les objectifs spécifiques sont améliorer la résistance au feu et la stabilité thermique des fibres de bois en utilisant un traitement à l'acide borique, expliquer le mécanisme de réaction entre l'acide borique et la fibre du bois et celui de l'amélioration de la stabilité thermique de cette fibre, produire des biocomposites hybrides à haute performance en utilisant des plastiques techniques et de fibres de bois traitées à l'acide borique. Ici, on a utilisé plusieurs approches. Les plastiques techniques qu'on a utilisés, c'est le polycarbonate et le polyaramide 6. Donc, l'approche générale, donc on commence par une extrusion pour mélanger les fibres ou plastiques pour produire des granules. Les granules sont utilisés pour produire des éprouvettes d'essai, soit par injection, soit par thermoconsolidation. Puis, on procède à différents tests de caractérisation thermique, microscopique, de chimie de surface, tests mécaniques de résistance au feu et de caractérisation avancée pour voir, par exemple, l'angle de contact, l'XPS, la diffraction RX, et ainsi de suite. Donc, cette étude nous a permis de mieux comprendre le mécanisme de réaction. Donc, ce qui se passe quand on traite la fibre à l'acide borique, la lignocellulose, la lignine, les hémicelluloses de cellulose vont réagir avec l'acide borique pour former de la boréate de cellulose, la boréate de lignine et le boréate d'hémicellulose. Donc,
il y a deux réactions qui prennent place, les réactions d'estérification et de complexation. Donc, ces réactions permettent d'augmenter le degré de réticulation dans le composite ou dans la fibre. La température, on sait que la température de dégradation va augmenter, donc ce qui augmente la température de dégradation. Puis, on sait que l'énergie de la liaison borate-oxygène est de 561 est supérieure à celle qui existe dans la fibre de bois CO 384. Donc, ça améliore, ça entraîne une stabilité chimique, une amélioration de la stabilité chimique. Il y a aussi une formation de couche d'oxyde de bore au cours de la dégradation thermique. Cette dégradation va isoler une partie de l'oxygène et augmente le rendement en charbon. Il y a aussi une autopolymérisation de l'acide borique et une déshydratation des groupements BOH produisant, ce qui produit de l'eau pendant la réaction. Cette eau va absorber la chaleur, ce qui ralentit la dégradation thermique de la fibre. Aussi, l'ajout de bore modifie la réaction thermochimique lors de la pyrolyse de la linocellulose, ce qui augmente le rendement au charbon. Donc, cette étude, en premier lieu, a donné des explications de ce qui se passe au niveau du traitement de la fibre avec l'acide borique. Donc, on a regardé différentes approches de fabrication de biocomposites en utilisant des plastiques techniques. La première, c'est le polyamide 6. Donc, ici, on a quelques images de ces composites. Donc, ici, le biocomposite non traité, avec les fibres non traitées. Donc, c'est très simple. Donc, il y a une dégradation thermique de la fibre de bois. Ici, avec un traitement à l'acide borique, il y a moins de dégradation thermique. Donc, si on regarde au niveau des propriétés, donc au niveau des propriétés mécaniques, il y a une importante augmentation, presque 3 fois au niveau de la résistance continue de 50% de fibres traitées ou de fibres traitées ou non à l'acide borique. Au niveau de la résistance, la même chose au niveau des modules d'élasticité. On a le même problème qu'on rencontre au niveau des panneaux composites bois, c'est que le matériau devient non ductile, cassant. Donc, plus qu'on met de la fibre de bois traitée ou non, on va obtenir une réduction importante au niveau de la déformation à l'élongation. Donc, pour cette partie, le traitement de l'acide borique des fibres de bois a été bénéfique pour la mise en forme des biocomposites à haute performance, a amélioré la stabilité thermique du bois et des biocomposites bois PA6, a permis une bonne adhésion interfaciale entre la fibre de bois et le PA6 en raison de leur polarité similaire. Dans les composites bois polymères, souvent on utilise un agent de couplage pour permettre les réactions entre la fibre et le polymère. Dans le cas du PA6 ou le polyaramide 6, on n'a pas besoin d'ajouter de polymère. Les groupements fonctionnels réagissent, de la fibre et de polymère réagissent. Puis le traitement à l'acide borique a légèrement diminué la résistance des biocomposites. La deuxième approche, c'est l'utilisation de polycarbonate, la fabrication de biocomposites avec la linocellulose et le polycarbonate. Donc ici, on voit dans la structure du copeau une très bonne orientation et une bonne adhésion interfaciale sans même ajouter de polymère. Pour résumer ce projet, on regarde les propriétés. Donc, le polycarbonate nous a permis d'atteindre des résistances similaires à celles des composites à base de bois. Donc, on a des résistances très importantes, l'augmentation de résistance très importante, c'est particulièrement le module d'élasticité. Aussi, on observe une importante amélioration au niveau du fluidage, le comportement à long terme par l'ajout de fibres de bois. Donc, pour résumer cette partie, les biocomposites à base de fibres de bois et de polycarbonate ont été préparés à une température de mise en forme élevée grâce à l'amélioration de la stabilité thermique des fibres de bois par l'acide borique. On a obtenu une bonne adhésion interfaciale entre la fibre de bois et le polycarbonate en raison de
de leur polarité chimique superficielle similaire, comparés aux biocomposites commerciaux existants, sont obtenus présentent d'excellentes propriétés mécaniques. Donc, ce qu'on a montré dans le graphique, c'est le module d'élasticité des biocomposites à base de fibres de bois et de polycarbonate sont comparables aux panneaux de bois structuraux, OSB et contreplaqués. L'autre approche, c'est l'utilisation de biocomposites hybrides. Ça veut dire qu'on utilise deux matrices, deux types de polymères. Ici, on a utilisé le polycarbonate et le polyéthylène haute densité en utilisant différentes proportions de polycarbonate dans le composite. Donc ici, on voit le bois, le polycarbonate, le boron et l'acide borique, ainsi de suite. Donc, l'utilisation de polycarbonate a amélioré substantiellement la résistance mécanique, mais a diminué encore l'élongation. La même chose qu'on a obtenue, on a amélioré la résistance à long terme, le fluage. L'aspect le plus important aussi qu'on a observé, c'est au niveau les améliorations au niveau de résistance au feu. Donc, l'utilisation de polycarbonate et de fibres traitées a amélioré substantiellement la résistance au feu, comme on le montre la variation au niveau de taux de dégagement de chaleur et le taux de dégagement de chaleur total et le taux de production de fumée. Donc, dans ce cas-ci, les composites hybrides bois, polycarbonate, polyéthylène densité ont été préparés par injection à des températures de traitement élevées. Les particules de polycarbonate se répartissent uniformément dans la matrice HDP sous forme de nanoparticules ou de microparticules. Le polycarbonate a joué un rôle d'agent nucléant. L'ajout de polycarbonate a favorisé la résistance mécanique et l'ajout de polycarbonate a aussi un effet positif sur les biocomposites, sur l'ignification des biocomposites. La dernière option qu'on a regardée, c'est la stratification. Donc, on prend les composites bois polymères et on le stratifie par des films de polycarbonate. Donc, cette approche a démontré une amélioration importante au niveau de retardement de feu. Ici, on voit la résistance au feu sans aucune stratification, sans le polycarbonate. Donc, on voit que la fibre traitée à l'acide borique a amélioré la résistance au feu. Si on utilise la stratification ou le polycarbonate, on a des améliorations très substantielles, peu importe la composition de la fibre, on a une amélioration importante de la résistance au feu des composites. Ce qui se passe, c'est la formation d'une couche de biochar à la surface, une couche de char à la surface des fibres quand le panneau est exposé au feu. Au niveau de la résistance, donc, il y a une faible amélioration au niveau de la résistance à la flexion, mais avec l'ajout de la teneur en fibre, par contre, le revêtement en PC n'a pas amélioré la résistance mécanique comme on le prévoyait. Donc, en conclusion, la stabilité thermique et la résistance au feu des biocomposites multicouches sont de loin meilleures que celles de biocomposites monocouches. La certification n'a pas amélioré les propriétés mécaniques des biocomposites par rapport aux composites monocouches. Par contre, le traitement des fibres de bois a entraîné une faible réduction des propriétés mécaniques des biocomposites. Cela nous amène donc en conclusion à cette partie. Il est possible de valoriser les copeaux de bois par un traitement à l'acide borique et l'utilisation des plastiques techniques pour obtenir des composites à très haute performance, soit en résistance mécanique ou en résistance au feu.
et aussi au niveau de stabilité émotionnelle que je n'ai pas montré dans cette présentation. La dernière partie concerne la valorisation des copeaux pour la production de bioénergie. Donc, l'objectif principal était d'étudier l'influence de deux types de traitements thermiques, la torréfaction et l'explosion à la vapeur, sur les propriétés de granules de bois. On a regardé plusieurs propriétés, la densité, le pouvoir calorifique et la durabilité à partir de 3 espèces résineuses, l'épinette noire, le pin gris et le sapin baumier. Donc, la question qui se pose, comment augmenter les propriétés énergétiques et la valeur calorifique des granules de bois? Il y a différentes méthodes de pré-traitement des copeaux de bois avant la granulation. Donc, dans la littérature, l'explosion à la vapeur et la torréfaction pyrolyse ont été étudiées. Au niveau de la pyrolyse, ce qu'on observe, c'est des températures de pyrolyse de 200 à 320 degrés Celsius qui permettent d'augmenter le pouvoir calorifique, facilitent le broyage des copeaux. Ça donne une faible densité et durabilité et nécessite un liant. Au niveau de l'explosion à la vapeur, donc on voit des études qui ont été réalisées entre 180 et 240 degrés Celsius. Donc on a une haute durabilité, densité faible, densité élevée, pouvoir calorifique élevé, favorise la désintégration. Donc dans cette étude, ce qu'on a étudié, donc on a étudié la pyrolyse à température beaucoup plus élevée, ce qu'on observe dans la littérature. Donc on a utilisé des températures de 315 à 454 degrés Celsius. Puis, au niveau de l'explosion à la vapeur, on a utilisé une température de 220 degrés Celsius pendant un traitement de 6 minutes. Donc, le matériel et les méthodes. Donc, on a pris les copeaux de bois. La première partie était on les a défibrés par explosion à la vapeur. Les tests ont été faits à l'université de Sherbrooke, dans le laboratoire de traitement de la biomasse. Puis la pyrolyse. Le deuxième traitement a été fait par pyrolyse sur l'unité pilote carbone fixe RX qui se trouve où c'est. Donc, les essais ont été faits dans des échelles semi-pilotes, semi-industrielles, si vous voulez dire. Donc, aussitôt qu'on a obtenu les fibres, après traitement, soit par pyrolyse, soit par explosion à la vapeur, on les a amenés une granuleuse pilote qui se trouve au CETRI, puis on a obtenu les granules de bois. Donc, le dispositif expérimental, au niveau de l'explosion à la vapeur, on a évalué seulement l'effet de l'essence. Je ne présente pas ici, mais on a étudié aussi l'effet de la taille des particules. Au niveau de la température de pyrolyse, au niveau de la pyrolyse, on a étudié 3 températures, puis on a déterminé par les essais préliminaires les paramètres qu'on doit utiliser en termes de géométrie de filière et en termes d'additifs, particulièrement dans le cas de la pyrolyse ou des copeaux pyrolysés. On a procédé à différents tests de caractérisation, donc caractérisation thermique, caractérisation chimique de surface, de densité, de durabilité et de pouvoir calorifique. Donc, la première étape consistait à l'optimisation des procédés dégranulés du bois torréfié. Donc, on sait que le bois torréfié n'a pas de groupement OH à la surface ou de groupement fonctionnel à la surface. Donc, l'adhésion est très difficile. Il faut absolument utiliser un agent liant. Ici, dans le cas ici, on a utilisé l'aniline pyrolytique comme agent de couplage. Pour les teneurs en humidité, il fallait aussi optimiser la teneur en humidité. Donc, si on utilise une faible teneur en humidité, on n'est pas capable d'obtenir des granules ou des granules qui se dégradent facilement. Si on utilise des teneurs en humidité très élevées, il y a une désintégration ou une explosion des granules à cause de la pression de la vapeur. Donc, les conditions optimales qu'on a trouvées qui peuvent produire des granules qui sont intègres sans aucun problème de désintégration ou d'explosion. Donc, c'est une teneur en humidité de l'ordre de 20% et 15% de lignine pyrolytique. Donc, ici, on a les granules obtenus. Donc, si c'est les granules obtenus par un procédé mécanique traditionnel. Ici, on a les granules torréfiés. Donc, si on regarde pour le pain gris,
ici, les granules par explosion à la vapeur. Ici, on a les granules obtenus avec les fibres torréfiées. Donc, on a les 3 températures. Et ici, par comparaison, avec les granules non torréfiés. Donc, au niveau de la densité, donc ce qu'on remarque ici, c'est que la pyrolyse diminue substantiellement la densité des granules, peu importe l'essence. On a observé une exception au niveau du pain gris. On n'a pas d'explication à ce niveau-là, mais les granules ont une forte densité au niveau du pain gris. Même toutes les propriétés du pain gris étaient supérieures à celles des autres essences. Au niveau du pouvoir calorifique, donc on voit ici l'effet de l'essence, le non traité, traité à l'explosion à la vapeur et avec la pyrolyse. Donc le pouvoir calorifique de la pyrolyse est à peu près de 20 à 30% supérieur au pouvoir calorifique des granules issus du bois non traité ou traité à l'explosion à la vapeur. Au niveau de la durabilité, donc les meilleurs granules ont été obtenus pour les granules non traités ou les granules traités à l'explosion à la vapeur. Par contre, on a une faible diminution de la durabilité des granules torréfiés. Ceci se dit par le fait qu'il n'y a pas d'adhésion dans les granules eux-mêmes, puis l'adhésif qu'on a utilisé ou le liant qu'on a utilisé n'est pas aussi efficace. Donc, probablement qu'il faut optimiser cet aspect. Mais on rencontre pratiquement les normes qui stipulent que les granules doivent avoir supérieur à 80% de durabilité. En conclusion, la pyrolyse a permis d'améliorer de manière significative le rendement des granules qui est passé de 18-19 mégajoules pour le granule non traité à 31,1 mégajoules pour les granules torréfiés en dépit de leur faible densité. L'explosion à la vapeur a amélioré la durabilité des granules alors que la torréfication a diminué cette propriété. Les pyrolyses entraînent la réduction des groupes hydroxyles et donc la liaison fibre à fibre. Quel que soit le traitement thermique utilisé, les granules de pain gris ont montré de meilleures performances en termes de pouvoir calorifique et de durabilité par rapport aux 2 autres espèces. Donc, pour revenir à nos objectifs initiaux, donc on avait 3 sous-objectifs. Produire des sous-produits autres que les copeaux. Donc, dans ce cas, on a produit, il y a une tête de porte-couteau d'inécrasis fragmenteuse a permis de produire de la mienne pour la production d'OSP. Le défi dans ce cas-ci est l'optimisation du procédé pour le bois gelé. Les doses de résineux ont été transformées en lamelles pour la production d'OSB. Donc, le défi qui nous reste à faire est l'amélioration du gonflement en épaisseur des panneaux de résineux. Le deuxième objectif était de valoriser le copeaux pour la production de bioproduits. Donc, des biocomposites à haute performance ont été produits en utilisant des plastiques techniques et de fibres de bois thermorésistantes. L'amélioration de la ductilité des biocomposites est parmi les défis, comme tous les autres composites de bois polymère. Finalement, le dernier objectif était de valoriser les copeaux pour la production de bioénergie. Des copeaux ont été traités par pyrolyse rapide, par explosion à la vapeur pour la production de granules énergétiques. Donc merci pour votre attention. Donc, je tiens à remercier tous les organismes qui nous ont aidés. Donc, au niveau autre que l'ICAT, on a eu de la collaboration du CRMR qui fait partie intégrante de ce projet. FP Innovation aussi a contribué à ce projet. L'Université Laval, le CETRI, les organismes de financement, donc le Chef de recherche du Canada, le CRSNG, la Fondation canadienne d'innovation et plusieurs partenaires, dont Matériaux Blanchette qui a fourni les copeaux. On a réuni, on a Norbord, Novik, une compagnie sur les panneaux d'isolation. Là, j'ai oublié son nom, je m'excuse. Donc, tous ces gens ont contribué à la réalisation de ce projet. Merci beaucoup pour votre attention.
Merci beaucoup, Ahmed, pour cette excellente présentation. Pour ceux et celles qui se sont joints à nous tardivement, mon nom est Raed El Ferjani et j'animerai la période de questions. Avant de débuter, j'ai quelques messages d'intérêt et quelques règles d'usage à partager avec vous. Vous pouvez tous maintenant activer votre vidéo si vous le désirez. Si vous désirez obtenir une attestation de formation continue, notamment en lien avec le règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs forestiers du Québec, l'unique façon est de compléter l'attestation de participation avec le lien URL que vous trouverez dans le chat sous peu. Veuillez noter que le code d'activité est déjà intégré dans le lien. Vous pouvez poser vos questions dans la langue officielle de votre choix. Il y a deux façons de le faire, verbalement en cliquant à droite de votre nom dans la liste des participants et sélectionnez l'icône main levée. Lorsque je vous nommerai, vous n'aurez qu'à enlever votre mode sourdine en cliquant sur l'icône micro. Après avoir posé votre question, s'il vous plaît, vous remettre au mode sourdine. Nous souhaitons avoir une question à la fois pour donner la chance aux conférenciers de bien répondre à votre question et de laisser la chance à tous de poser leurs questions. Si vous préférez poser votre question par écrit, utilisez la boîte du chat, sélectionnez l'icône en forme de bulle en bas à droite pour l'activer si ce n'est déjà fait. Nous vous demandons de vous identifier clairement en donnant votre nom et l'organisation que vous représentez. La période des questions est maintenant commencée. En attendant des questions orales, j'ai ici quelques questions dans la boîte de chat. Une question de Jean-Martin Lucier. Jean-Martin vous remercie, Ahmed. Et la question, comment se compare la quantité d'énergie nécessaire à la torréfaction au contenu énergétique des granules torréfiés? Merci pour la question. Bon, tout d'abord, le rendement du bois en granules torréfié est à peu près de 20 à 30%. Pour un gain de à peu près 30% de granules. Donc là, si on regarde, comparer les deux éléments tout seuls, granules versus, ça semble peu rentable, mais ce n'est pas le cas. Si on pense, parce que quand tu fais la pyrolyse, tu as du gaz qui est généré, que tu peux utiliser pour le chauffage, par exemple, ou pour d'autres applications énergétiques. Donc, tu as une valeur que tu peux retirer de ce gaz-là. La deuxième chose, c'est qu'il y a l'huile pyrolytique que tu peux aller chercher, que tu peux utiliser pour autre chose. Dans ce cas de ce procédé, on n'a pas calculé ces aspects-là. Donc, la pyrolyse telle quelle, si tu obtiens du gaz que tu valorises pour d'autres applications, c'est déjà un gain. Le deuxième, c'est que si tu récupères l'huile pyrolytique et tu l'exploites pour, par exemple, pour la formation de biodiesel ou autre énergie, là, tu vas gagner davantage. Donc, dans la pyrolyse, bon, ici, dans le cadre de ce projet-là, on n'a pas regardé ces aspects-là parce qu'on n'a pas l'équipement pour le faire. Mais dans une opération de pyrolyse, il faut vraiment penser que le biochar obtenu, c'est pas l'objectif. C'est un résidu que tu vas aller, c'est un sous-produit. Le produit essentiel devra être le biogaz généré et l'huile pyrolytique qui sont générées, que tu peux valoriser. Donc, si on a cette équation-là, je pense que l'opération devient très rentable. Mais le fait juste penser au biochar tout seul, du granit de biochar tout seul, c'est sûr que tu as des gains environnementaux, tu as beaucoup de gains. Au niveau rentabilité, on n'a pas fait l'étude, mais il faut vraiment regarder cet aspect-là. Il y a actuellement un peu dans le monde du monde qui produit de biochar tout seul, puis c'est très rentable. Donc, j'estime que probablement, même si le rendement est faible
en termes de matières premières, il y a des gains qui sont faits. Merci beaucoup, Ahmed. Est-ce qu'on a des questions orales parmi l'audience? Si vous avez une question, s'il vous plaît, appuyez sur le symbole de la main levée en bas à droite. Euh, OK. On n'a pas de questions orales jusqu'à date, mais j'ai une question de Steve Gagnon. Bonjour. Il ne serait pas plus simple de faire des plaquettes énergétiques avec les copeaux? oui, oui, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Il y a des gens qui ont déjà parti des entreprises pour faire des bûches, par exemple, à partir des copeaux, par des procédés d'extrusion ou tout autre produit. Oui, c'est possible. Maintenant, est-ce que c'est plus simple ou moins simple? C'est une question qu'il faut faire comparer toute comment je dirais, la chaîne de production du début jusqu'à la fin. Combien ça consomme d'énergie, c'est quoi le rendement. Donc, les deux produits existent. Par exemple, au niveau du bûche, à partir de copeaux, il y avait une compagnie qui a produit pendant longtemps à Mirabel ce genre de produit, mais elle n'a pas résisté au marché. Donc, oui, c'est possible. C'est possible que euh, de le faire. La question qui se pose, est-ce qu'on a la même qualité de produit? Est-ce qu'on a le même impact environnemental? Est-ce que le même coût? Tout ça reste à explorer. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de compagnies ou de projets qui concernent l'utilisation vraiment des copeaux tels quels pour faire d'une seule shot des granules ou des bûchettes. Les projets existent, sont sur la table un peu partout au Québec et au Canada. Merci beaucoup. Si on n'a pas de questions orales, j'ai une autre question écrite de Bruno Gagnon. Sa question est qu'en est-il de la durabilité des granules torréfiés versus explosion à la vapeur lorsque stockés à l'extérieur? On n'a pas fait le test, sérieusement, là, mais c'est un test qu'il faut faire. Je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais c'est un test à voir qu'est-ce qui se passe si on entrepose les granules à l'extérieur. Merci. Est-ce qu'on a des questions orales? Je rappelle que pour les questions orales, il faut appuyer sur Il y le a symbole de la main levée en bas. oui, il y a M. Daniel Gouge. Oui. Oui, bonjour, c'est ça, Daniel Gouge du CERFO. On parlait là, tout à l'heure, en fait, que la température a joué beaucoup là, pour obtenir en fait des lamelles qui étaient plus longues et plus efficaces pour les panneaux OSB. Je me demandais l'utilisation des sous-produits du bois ou de la bioénergie pour chauffer ces billes-là, justement, qui coûteraient peut-être moins en énergie, justement, ou justement le coût d'électricité. Ça serait-tu une bonne idée ou c'est peut-être trop rapide? Au niveau, par exemple, si je fais un parallèle avec les panneaux USB en usine, les gens qui Ouais. font la lamelle à partir des billes dans les usines, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des bassins d'eau chaude, ils plongent les billes, surtout l'hiver, avant d'aller à la ligne de production. Ça permet de dégeler. Donc ça, c'est une option. C'est une option qui peut être faite. Donc, est-ce que les usines de sillage sont prêtes à installer un bassin pour dégeler leur billes? C'est une autre histoire. Il y a aussi toutes les technologies qui peuvent exister pour chauffer. On peut penser à l'infrarouge, le micro-ondes ou d'autres moyens pour dégeler les billes avant qu'ils rentrent à la ligne de production. Donc, ça reste à regarder au niveau coût, au niveau faisabilité technique et ainsi de suite. Donc,
l'utilisation d'énergie électrique ou autre pour dégeler les billes, c'est des options qu'on peut regarder. Probablement qu'il faut regarder si jamais on va vers la direction de production de lamelles à partir des boîtes, des billes de sciage. Merci beaucoup. Merci Daniel, merci Ahmed. Je vais aller à une question écrite dans le boîte de clavardage. Dans le cas de la pyrolyse, vous avez noté une diminution de masse de combien en termes de pourcentage? C'est-à-dire combien de tonnes de copeaux pour faire une tonne de biomasse pyrolysée? Donc, si on prend un tonne de bois, la tonne de biochar obtenue est maximalement 30%. Donc, on parle de rendement de 30%. Eh bien, je pense que c'est clair. Une question orale. Isabelle Duchesne, à vous la parole. Bonjour, merci Ahmed pour une super présentation. Beaucoup de très belles recherches qui ont été faites par vos équipes, vos collaborateurs. Bravo. J'avais une question au niveau des biocomposites haute performance et l'application en fait d'acide borique pour améliorer les propriétés. Là, je pensais plus dans un contexte d'analyse de cycle de vie. Comment on va s'y prendre pour recycler ces produits-là ou quelles seront les alternatives de recyclage à la fin de la vie utile des produits? Est-ce qu'il se fait de la recherche à ce niveau-là et juste entendre? Si on parle de polycarbonate, Mhm. le polycarbonate est un polymère biodégradable. Donc, probablement que le composite obtenu, il peut être biodégradé avec le temps. Donc, il y a la possibilité de la biodégradation à ce niveau-là, avec la fibre de bois, avec le borate, traité ou non traité au borate, ils peuvent être biodégradés. L'autre alternative, c'est le recyclage. Donc, dans les composites bois polymères, même les polymères non biodégradables comme le polyéthylène haute densité ou le polypropylène, ainsi de suite, l'alternative, c'est le recyclage. Donc, c'est le retour à la ligne de production. Donc, tu prends le même composite, tu le désintègres mécaniquement, ainsi de suite, et tu le remets à la ligne de production. Donc, ça, c'est d'une façon, donc les cycles peuvent être nombreux. Donc, on peut parler d'un recyclage à une fois dans ce cas-ci. Mais au niveau de polycarbonate, c'est un polymère qui est biodégradable. Donc, les cycles de vie peuvent finir par se biodégrader à la fin de son cycle de vie. D'accord, merci beaucoup. Merci Isabelle, merci Ahmed. Je vais aller à une question écrite de Guy Pardiac. Dans le cas de la pyrolyse, vous avez noté... je pense que j'ai déjà parlé de cette question. La question suivante de Steve Gagnon. Est-ce qu'il y a les mêmes problèmes à l'élimination des résidus bois plastique qu'on trouve dans le vêtement avec la cellulose plastique? Je pense la même réponse que je viens de donner avec Isabelle, c'est que le polycarbonate est biodégradable, donc ils peuvent être biodégradés à long terme, ou on peut parler au niveau de recyclage une fois. Donc, le produit peut revenir à la ligne de production après son usage. Parler de la cellulose plastique, c'est l'acétate de cellulose, si j'estime bien. L'acétate de cellulose, nous, on travaille avec ce polymère. Donc, on prend la cellulose, puis on la plastifie. Actuellement, la majorité des plastifiants qui existent ne sont pas des plastifiants biosourcés ou biodégradables. Donc, puis on met beaucoup, ça veut dire on met jusqu'à 15% de plastifiants. Donc, actuellement, on a développé un procédé de plastification avec un
un polymère avec un plastifiant biodégradable. Donc, normalement, si on utilise l'acétylcellulose plastifiée, l'acétylcellulose elle-même, elle est biodégradable. L'acétylcellulose avec un matériau biodégradable, avec un plastifiant biodégradable, peut résoudre ce problème-là. On a un article qui va sortir bientôt à ce niveau-là. Si vous êtes intéressé, je peux vous envoyer l'information sur la plastification de cellulose par un polymère, par un plastifiant biodégradable. Merci, Ahmed. Est-ce qu'on a des questions orales? Si vous avez une question, s'il vous plaît, appuyez sur la main levée en bas à droite. Sinon, j'ai une question de Serge Bédard. La question de M. Bédard, c'est est-ce que utiliser des copeaux pour faire des granules énergétiques vous semble une solution durable ou ne devrait-on pas les conserver pour des applications qui encapsulent le carbone sur une plus longue durée? Ça, c'est une très bonne question. Bon, actuellement, est-ce qu'il y a des applications où on peut utiliser le carbone, les copeaux aujourd'hui pour encapsuler le carbone? C'est vraiment c'est la question qui se posait. Moi, je pense aujourd'hui, on a un problème de surplus de copeaux. Il faut éviter qu'il pourrisse, qu'il dégage des gaz à effet de serre pendant sa décomposition et ainsi de suite. Je pense l'option énergétique ou de bioénergie, pas nécessairement les granules. On peut pas penser au méthane, on peut penser à d'autres options au niveau de la production énergétique. Ça permettrait d'éviter que ce sous-produit émet des gaz à l'environnement. Donc, c'est vraiment une question, on peut débattre très longtemps là-dessus, mais moi, le point que je vois, c'est que est-ce que le marché pour l'application d'encapsulation existe ou pas? S'il existe, oui, tant mieux, c'est sûr. Merci beaucoup pour cette réponse. On cherche toujours des questions orales parmi l'audience. Sinon, j'ai une question de Virginie Lachance. Pouvez-vous clarifier de quelle manière vous avez transformé les copeaux de bois afin de les intégrer dans le carbone FX? De mémoire, pour que ce pyrolyseur fonctionne bien, les particules de bois doivent être de petites dimensions. Oui, C'est la question de Madame Lachance. oui, en fait, les copeaux de bois ont été broyés avec un broyeur qui existe au CETRI. Donc, il y a un traitement de broyage avant qu'il rentre au niveau du carbone FX. Donc, c'est une opération additionnelle qu'on a faite dans le cadre de cette étude. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions orales ou écrites? Je pense que on n'a plus de questions. Donc, est-ce qu'on pourrait poser une conversion des papetières en usine chimique? il y a une question. Oui, j'ai vu une question de M. Gagnon. Est-ce qu'on pourrait penser à une conversion des papetières en usine chimique? Actuellement, les usines les plus modernes sont des usines chimiques. Si on pense à l'usine au Témiscamingue ici, qu'elle produit de cellulose, mais elle produit toutes sortes de produits chimiques
qui viennent avec la cellulose, dans l'acide citrique, le vinaigre, la vanille, toutes sortes de produits qui sont faits à partir de résidus de l'usine. Oui, c'est quelque chose qu'on peut penser à ça. Puis c'est une des... en fait, le nombre d'usines de papetières a diminué. Puis dans toutes les régions où il y a une usine qui est fermée, ils ont fait des études pour voir qu'est-ce qu'on peut, quelle est l'option de transformer cette usine en une autre chose. Malheureusement, il n'y a pas d'usine qui a été transformée, mais l'option de produits chimiques, de produire une usine chimique ou de produits de bioénergie comme le méthane ou d'autres produits sont des options qui ont été regardées. Merci. On a une question orale de Monsieur Serge Bédard. Bonjour, merci pour la belle présentation. Je me questionnais tantôt, vous avez mentionné que pour être un agent de lien, pour faire les granules torréfiés ou les granules à plus haut taux en carbone, il fallait qu'il y ait que vous utilisiez de la lignine pyrolytique. Pardon, juste pour clarifier, lignine pyrolytique, c'est ce qui reste dans le bois si vous le torréfiez ou le pyrolysez pas jusqu'au maximum. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est un produit de la pyrolyse, si on veut dire. C'est un produit de la pyrolyse. Dans le cas ici, on n'a pas utilisé le carbone, l'unité de pyrolyse qui est disponible ne me permet pas de récupérer les huiles pyrolytiques. Donc, on a dû acheter la lignine pyrolytique pour ce projet-là. Donc, mais ça provient de la pyrolyse. Donc, ça pourrait être une option, c'est que tu obtiens la lignine pyrolytique que tu l'utilises pour la production du granule dans le bois. Donc, ça peut être un circuit fermé, si on veut dire. Puis ça revient à ce que j'ai dit tantôt, c'est que si tu produis seulement du biochar pour faire des granules, probablement que l'opération, ça sera difficile à rentabiliser. Mais si tu as la lignine pyrolytique, l'huile pyrolytique, tu as le biogaz que tu sers pour faire de l'énergie, là, ça devient plusieurs produits qui peuvent être intéressants. Puis en question de précision, excusez-moi pour l'écho, en question de précision, est-ce que de faire une pyrolyse, disons, incomplète, qui ne carbonise pas jusqu'au maximum, est-ce qu'il serait possible de garder un résidu de lignine dans la granule et ne pas nécessairement avoir à mélanger de l'huile pyrolytique pour assurer le lien? Une très bonne question. En fait, dans le cadre de ce projet-là, on a travaillé sur l'utilisation de ce biochar pour la fabrication de granules de composites bois polymères. Donc, on a utilisé les mêmes températures, 315, 400, 445, je pense, les trois températures. Donc, on a fait les analyses chimiques de surface, donc à 315, et on observe encore des groupements OH disponibles, des groupements fonctionnels disponibles. Et on reste encore. Mais est-ce que c'est assez pour assurer qu'il y a assez de liens qui se forment, liens hydrogènes qui se forment pour maintenir la granule intacte? Donc, dans ce cas-ci, nous, on a utilisé 3 températures de pyrolyse. Puis, dans les 315, il restait des groupements OH. Si on regarde la liste chimique surface, il restait des groupements d'OH. Mais la granule était encore... on n'obtient pas une granule qui est intègre. Donc, il n'y a pas assez de groupement OH pour favoriser la formation de liens hydrogène. Donc, il faut, même si on utilise une pyrolyse partielle, on va dégrader un certain nombre important de groupements OH de telle sorte que les liens qui se font ne sont pas suffisants pour maintenir une granule intacte. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Bédard. On a une série de questions. Oui. Question de Steve Gagnon. Est-ce qu'on pourrait penser à une conversion des papetières en usine chimique?
Je pense que j'ai répondu à cette question. OK. Oui. Question de Gilbert Nollet. Avez-vous étudié les revenus potentiels que pourraient obtenir les usines de sciage pour leurs résidus dans le cadre des produits proposés? Pour être franc, non, on n'a pas étudié cette possibilité, mais en sachant que comment les usines de sciage fonctionnent, je pense que leurs produits sont 3 ou 4 produits. Tu as les sciages, les copeaux, les sciures et les raboutures. Ils ont leur marché. Moi, je ne pense pas qu'il y a une volonté de ces usines d'aller beaucoup plus loin à la transformation de leurs produits. Mais une usine à côté pourrait être rentable. Je vous donne un exemple. Ici à La Sarre, en Abitibi, on a une usine qui fait l'usinage du bois de sciage. Donc, elle achète le bois de sciage de la scierie, puis elle a des commandes pour usiner le bois en fonction des spécifications du client. Ça peut être du bois de 2x3 ou des bois d'empalage, ou peu importe. Donc, il génère beaucoup de résidus en termes de raboture, en termes de résidus de coupe, et ainsi de suite. Donc, eux autres, ce qu'ils ont fait, ils ont installé 4 ou 5 unités de granuleuse, de granulation, où ils produisent de l'énergie, des granules qui vendent, ils ont des marchés bien spécifiques, donc dans l'hôpital et d'autres bâtiments qui chauffent avec ces granules-là. Puis, ils génèrent pas mal de produits et j'assume que c'est une compagnie rentable. Donc, pas nécessairement à l'usine de sciage, mais s'il y a une autre usine comme celle-là, l'installation d'une unité de granulation pourrait être intéressante. Très bien. Une autre question de M. Christian Picard. Avons-nous des scénarios de rentabilité de procédés dans un futur où l'électricité pourrait coûter éventuellement beaucoup plus cher au Québec? Bon, oui, je vous dirais, il y a des projets que j'ai vus dans le passé, et des projets qui sont en développement, c'est de développer de l'énergie thermique par un traitement mécanique. Donc, j'ai parlé tantôt des bûches énergétiques. Donc, les bûches énergétiques se font par extrusion. Donc, l'extrusion, tu as une machine qui marche par électricité. Ça prend, il faut que ça génère beaucoup de chauffage, d'énergie pour chauffer. Mais par contre, une fois que la granuleuse est en fonction, il y a beaucoup de friction, puis cette friction dégage beaucoup de chaleur. Et cette chaleur peut servir pour les besoins énergétiques de l'unité de production. Et actuellement, il y a j'ai vu dernièrement des articles un peu partout qui travaillent sur les copeaux de bois. Ils les transforment mécaniquement. Ils les transforment mécaniquement, c'est par un procédé de pressage, et ainsi de suite. Puis ce procédé génère beaucoup d'énergie thermique qui est utilisée pour les applications. Donc, pour répondre à ta question, il y a des sources d'énergie, comme on peut penser au biodiesel, on peut penser à d'autres sources alternatives au niveau de l'énergie, mais aussi il y a les énergies qui sont générées par le procédé eux-mêmes, soit un procédé mécanique ou un procédé thermique. On peut généralement récupérer ces énergies pour les besoins de la transformation. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions orales? On peut avoir une ou deux questions pour le temps qui nous reste. OK, je vois qu'il n'y a pas de questions jusqu'à date. Serge Bédard. Oui, allez-y. Et encore moi,
Je suis fatigant, je sais, avec mes questions. Juste revenir sur le point que vous avez mentionné, qu'il y a beaucoup de copeaux et de planures et tout ça qui sont disponibles, des scieries et non utilisées. Il y a 2 ou 3 ans, la firme d'ingénierie WSP avait fait un rapport pour le gouvernement du Québec qui semblait suggérer qu'il ne restait pas beaucoup de bois issu de la première transformation, de résidus de première transformation qui étaient non utilisés. Mais ce que j'entends de plus en plus avec les fermetures d'usines, avec des changements divers, il semblerait y en avoir plus que ce qui était suggéré dans ce rapport-là. Je ne sais pas si vous avez votre propre observation ou commentaire à faire là-dessus. Oui, très bonne observation, très bonne question. En fait, si je parle à une grosse compagnie comme Chantier Chibougamau ou une autre grande scierie qui possède des papetières, les autres ils disent que nous, on réussit à écouler tout notre stock à l'interne. Puis on n'a pas de problème de prix, de baisse de prix, puis tout ça, parce que ça rentre dans notre rentabilité. Donc, moi, je produis, par exemple, 1 million de tonnes par année. Je sais que mon usine utilise 1,5 million, donc je vais favoriser le 1 million que je produis pour alimenter mes usines, puis le 0,5 million, je vais le chercher ailleurs. Donc, c'est la philosophie. Donc, si on parle aux grandes usines de sciage qui ont des scieries affiliées, ils n'ont vraiment pas de problème. Et si tu regardes, par exemple, Chantier Chibougamau a acheté l'usine de Lebel sur Quévillon. C'était vraiment dans cette perspective. C'est qu'il produit des copeaux pour ne pas être dépendant des acheteurs de copeaux. Il va les envoyer à leur usine. Donc, de ce niveau-là, si on parle exclusivement des grandes compagnies, le problème est moindre. Par contre, ce qu'on voit, c'est la diminution des usines de papier. Ces mêmes compagnies sont en train de former des usines de pâte papier parce qu'il n'y a pas de marché à long terme, mais les usines de sciage, ils sont toujours là. Donc, à long terme, même actuellement, s'ils n'ont pas de problématique, elle va revenir, cette problématique. Elle va revenir. Puis, si on regarde les chiffres qui existent, si on voit d'une région à une autre, il y a vraiment un problème de surplus de copeaux. Ici, par exemple, dernièrement, j'ai eu une discussion avec les gens qui travaillent avec l'Ontario. Il n'y avait pas cette problématique il y a un peu de temps, mais maintenant, là, ça commence à s'accumuler. Puis, ils commencent à envoyer leurs copeaux au Québec pour s'en débarrasser. Donc, cette problématique, compte tenu de la diminution de la demande pour les pâtes papier, il y a des facteurs qui l'atténuent. Par exemple, les feux de forêt cet été ont atténué beaucoup la problématique de surplus de copeaux. Parce que les usines ont arrêté de fonctionner, puis les usines de pâte papier, on avait besoin de copeaux, donc ils sont allés vers ces surplus-là, donc ça a atténué beaucoup. Mais dans un monde normal, compte tenu qu'on sait que les papiers vont diminuer, il va encore diminuer, cette problématique va s'accentuer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Je pense qu'on a eu assez de questions. Je ne sais pas, on a du temps pour une dernière question. Il y a une Non, c'est pas par rapport à vous, Serge. Il y a une question dans le chat, Raed. Moi, la dernière question que j'ai eue, je pense que je l'ai déjà transmise sur les résidus de sillage. Les résidus de sillage pourraient être utilisés de façon rentable pour la production de biogaz. Aujourd'hui, à moins de produire autre chose, actuellement on parle de... J'ai oublié le nom de traitement. C'est un traitement thermique, j'ai oublié le nom. Ça permet la gasification. On parle de plus en plus de gasification pour la production de biogaz. Bon, il y a beaucoup d'études qui sont en place. Je sais que l'Université de Sherbrooke a dernièrement acquis une unité de gasification pour faire de la recherche, pour voir si cette alternative est rentable ou pas. À ce jour,
je sais que c'est possible. La gazification pour produire du gaz à partir du copeaux de bois, oui, c'est possible, c'est faisable. Est-ce que c'est rentable? Moi, je n'ai pas les données aujourd'hui pour répondre vraiment à cette question, mais ça pourrait l'être. Je n'ai pas de réponse, sincèrement. À ça. Très bien. On a encore du temps pour une dernière question. Ok, je pense qu'il n'y a plus de questions et puis on arrive pas mal à la fin de ce colloque. J'aimerais remercier Ahmed beaucoup pour cette excellente présentation, alternative de valorisation des surplus de copeaux pour la production de bioproduits et de bioénergie. En terminant, je vous invite au prochain colloque qui aura lieu dans 2 semaines, le 22 février 2024, et qui portera sur l'utilisation de la génomique dans la conservation et l'amélioration des arbres forestiers. Le prochain colloque sera en anglais et l'intitulé exact est Genomics Driven Monitoring for Genetic Conservation and Breeding in Forest Trees. La conférencière sera Madame Jill Hamilton, professeure agrégée au Pennsylvania State University. Je vous invite également à surveiller également notre fil Twitter et LinkedIn pour en savoir plus. Je vous remercie encore pour votre participation et je vous souhaite un bon après-midi. Au revoir. Merci beaucoup.